Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo un petit peu spéciale. Après vous avoir parlé de mon parcours et de mes convictions, je vais essayer de dresser un tableau de tous les problèmes que les jeunes à haut potentiel peuvent rencontrer à l'école, mais aussi de toutes les solutions qu'on peut leur apporter. Vous imaginez bien que c'est un programme chargé et je le développerai dans des vidéos ultérieures. Mais il me semblait important de vous proposer une sorte de carte générale, un condensé de tous les grands enjeux. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez attendre les vidéos qui viendront, bien sûr, mais également me contacter directement si vous voulez des réponses à des questions plus spécifiques. Sans plus attendre, aujourd'hui, le haut potentiel à l'école, problèmes et solutions. C'est en 2002 que la question de la précocité intellectuelle, le nom que l'on donnait alors au haut potentiel, fait sa grande entrée dans l'éducation nationale avec le rapport Delobier. J'étais au lycée cette année-là. Depuis, de nombreux textes et rapports insistent sur l'importance de la question, en l'associant souvent à la problématique du handicap et des aménagements auxquels il donne droit. En 2019, un grand colloque a eu lieu à la Sorbonne et un guide assez bien fait a été fourni aux collègues. Malheureusement, toutes ces démarches ne s'accompagnent pas d'une prise de conscience générale. Pour beaucoup de collègues, le haut potentiel reste une notion assez nébuleuse et quand ils en ont entendu parler, c'est souvent à la télé ou à la radio, mélangé de pas mal de contresens. Pour la plupart des collègues qui s'investissent effectivement sur la question, la formation a lieu à l'extérieur de l'institution et c'est pour des raisons personnelles ou familiales qu'ils s'y engagent. L'inertie fondamentale de l'institution est un autre problème majeur. Même lorsque des démarches sont effectivement lancées, ce qui est déjà une victoire, la complexité des protocoles, les responsabilités multiples des acteurs et les simples délais dans les transmissions de l'information peuvent occasionner des retards considérables. Lorsque j'étais référent, on m'a demandé d'intervenir pour un jeune qui en était à la fin de son premier trimestre de terminale. Il avait été identifié en fin de seconde et la lourdeur du système lui avait fait perdre plus d'1 an de prise en charge. La priorité essentielle pour les jeunes à haut potentiel et pour leurs familles doit donc être de trouver un relais fiable et informé au sein de l'institution pour les accompagner dans leur démarche. Que cette personne soit professeur, personnel d'encadrement, infirmière, CPE ou inspecteur, elle doit pouvoir se faire l'écho de leurs demandes et veiller à ce qu'elles soient bien suivies des faits. Une posture d'écoute, une certaine disponibilité et une connaissance préalable de la question sont des bons indices pour identifier ces alliés précieux. La capacité à instaurer et à maintenir une communication sereine est également primordiale. Pour éviter des crispations qui ne peuvent que nuire aux jeunes, il est important de veiller à limiter les tensions, même si c'est parfois difficile. L'énoncé de faits, le rappel au droit et l'éventuel recours aux autorités supérieures sont souvent des bases de communication solides. J'ai vu des erreurs en la matière aussi bien de la part de familles que de la part de membres de l'institution. De manière générale, l'éducation nationale tend à ignorer les jeunes à haut potentiel qui ne rencontrent pas de difficultés particulières. C'est dommage pour deux raisons. D'une part parce que le fait qu'un jeune n'aille pas mal ne veut pas dire qu'il ne puisse pas aller mieux, et d'autre part, et plus gravement, qu'un jeune qui ne rencontre pas de difficultés à un moment donné ne puisse pas en rencontrer plus tard, notamment au collège ou au lycée, obligeant ainsi à guérir ce qu'on aurait pu prévenir. Alors, on ne peut pas réduire l'épanouissement d'un jeune à ses résultats scolaires, surtout dans un système potentiellement inadapté. Mais si on y ajoute l'exploration de sujets d'intérêt, une sociabilité équilibrée et une gestion intelligente du stress, le fait de pouvoir pleinement exprimer ses capacités fait clairement partie du bien-être à l'école. Les anglo-saxons utilisent l'expression underachievers pour parler des jeunes à haut potentiel qui n'exploitent pas pleinement leurs capacités. Ils y intègrent aussi bien les élèves en franc décrochage que ceux qui, sans effort, se contentent d'un niveau moyen. Alors, ça sent un peu le rendement de produit boursier, ça me dérange, mais l'expression d'élève sous-performant me paraît une bonne traduction et c'est un concept pertinent qu'on devra garder à l'esprit. Parmi les problèmes courants, l'ennui ressenti en classe par les jeunes à haut potentiel est fréquemment cité. C'est une question qui crispe beaucoup de mes collègues, mais il est essentiel de s'en emparer, car ses conséquences peuvent être très importantes. En effet, un jeune soumis à du déjà-vu et à des répétitions constantes peut finir par se désinvestir de ses apprentissages ou par développer des formes d'anxiété. Rappelons ici qu'il n'est pas nécessaire de divertir ou d'amuser,
même si l'humour peut avoir ses vertus, mais bien d'intéresser et de stimuler. Les élèves à haut potentiel peuvent également peiner à s'intégrer au cadre de la classe. Ils peuvent rechercher un rapport exclusif avec l'adulte aussi bien que se montrer perturbateur. Cela peut se traduire par une difficulté à canaliser la prise de parole, mais aussi par des relations compliquées avec les pairs. Ainsi, un jeune à haut potentiel pourra tantôt être l'amuseur de la classe ou être rejeté par ses camarades. Sur le plan purement scolaire, on rencontre plusieurs difficultés. Premièrement, et de manière paradoxale, les attendus et les consignes peuvent être mal compris, s'ils sont pris trop littéralement ou si au contraire ils semblent exagérément faciles. Des facilités importantes peuvent dispenser l'élève de prendre les habitudes et les méthodes de travail qui lui font défaut par la suite. Enfin, un perfectionnisme poussé à l'extrême peut causer une forte anxiété et mener certains et certaines à refuser de rendre des devoirs qui ne correspondent pas à leur idéal. Les caractéristiques propres au haut potentiel sont parfois combinées à des troubles ou à des handicaps qui nécessitent leur propre prise en charge. Je ne peux pas rentrer ici dans le détail de chacun d'entre eux, mais on peut noter que les plus courants sont les troubles 10, les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles anxieux, dépressifs et les troubles du comportement. La gestion des troubles associés au haut potentiel pose deux problèmes majeurs. Le premier est un problème d'identification, puisque dans certains cas, les troubles empêchent l'expression du haut potentiel et que dans d'autres, le haut potentiel permet aux jeunes, parfois inconsciemment, de compenser ces troubles et donc de les cacher et d'empêcher leur prise en charge. Le deuxième problème est lié au fait que certaines des solutions couramment utilisées pour gérer les troubles sont parfaitement inadaptées à la gestion du haut potentiel. Je pense par exemple aux équivalents tiers-temps qui amènent les professeurs à réduire la longueur de certaines évaluations en supprimant les questions les plus stimulantes. L'accompagnement de jeunes au profil si particulier ne peut donc être bien fait qu'en cumulant l'expertise de spécialistes de leurs troubles, mais aussi de spécialistes du haut potentiel, dont le système français manque encore cruellement. En théorie, une réponse cohérente aux besoins d'un jeune à haut potentiel peut être organisée en dehors de toute formalisation officielle. Il existe tout un tas de petits trucs qui peuvent être facilement mis en place, notamment pour favoriser l'épanouissement de jeunes qui ne rencontrent pas de difficultés particulières. Cette approche trouve toutefois ses limites dans les cas où les difficultés deviennent trop importantes, où tout ou partie de l'équipe des encadrants ne répondent pas aux besoins du jeune, par méconnaissance ou par mauvaise volonté, et dans les cas où le jeune lui-même ne se retrouve pas dans ce qui lui est proposé. Les deux outils disponibles sont le PPRE, ou Programme personnalisé de réussite éducative, et le PAP, ou Plan d'accompagnement personnalisé. Le PPRE est un outil flexible, sans forme prédéfinie, qui identifie un certain nombre d'objectifs et propose des aménagements pour y répondre. Proposé par l'équipe pédagogique, il doit associer l'élève et sa famille. Les plus efficaces ciblent en fait un ou deux objectifs prioritaires et sont réévalués régulièrement. Le PAP est un outil plus cadré qui nécessite un avis médical. On l'utilise pour répondre à des troubles de l'apprentissage durable, nos fameux troubles associés. Pour adapter intelligemment ces outils aux particularités des jeunes à haut potentiel, il faut garder un certain nombre de points à l'esprit. Premièrement, il ne faut pas hésiter à adopter une approche expérimentale et à réévaluer régulièrement le dispositif. Ainsi, un aménagement qui ne fonctionne pas ne peut pas être considéré comme un échec, mais plutôt comme un pas dans la bonne direction. Deuxièmement, il faut pratiquer ce que j'appellerais le donnant-donnant pédagogique et éviter de tout exiger des professeurs ou de tout exiger de l'élève. La bonne solution est souvent quelque part entre les deux. Troisièmement, il faut veiller à ce que les décisions prises soient réalistes et bien diffusées. Ainsi, une longue liste d'injonctions qui se perd dans les mails des collègues est beaucoup moins efficace qu'un ou deux aménagements ciblés, bien expliqués et praticables. Il existe tout un éventail de solutions qui peuvent être proposées et testées pour aider les jeunes à haut potentiel à s'épanouir dans leur scolarité et développer leurs talents. Il faut encourager l'emploi d'outils économiques, tels qu'un petit carnet de notes pour noter les idées intempestives et différer leur expression, ou un livre que l'élève est autorisé à lire une fois qu'il a fini son travail. Pourvu que l'emploi de ces outils soit négocié, compris et encadré, les possibilités sont innombrables. L'accélération est un dispositif assez couramment utilisé et qui peut être très efficace.
Elle ne se résume pas au saut de classe pur et dur, mais peut également prendre la forme d'emplois du temps aménagés en fonction des disciplines. À l'école élémentaire, les classes à plusieurs niveaux sont particulièrement propices à ce genre d'expérience. Pour qu'une accélération fonctionne, il faut respecter un certain nombre de principes. Premièrement, tous les participants doivent en être d'accord, les professeurs, la famille et surtout l'élève. Mais elle doit surtout être préparée et anticipée. C'est pas une recette magique qui, à elle toute seule, va tout résoudre. Il peut être par exemple recommandé de préparer un condensé des prérequis qui permettront à l'élève d'anticiper son passage au niveau supérieur, ou bien de pratiquer des sauts de classe à l'essai et de revenir en arrière si ça ne fonctionne pas. L'approfondissement regroupe toutes les actions qui permettent d'enrichir et de développer les apprentissages d'un élève au-delà des attendus communs à tout son niveau. Elle peut prendre des formes multiples, allant de la mise à disposition de revues et de documents avancés dans un domaine, à la construction de projets personnels au long cours. Attention, l'enrichissement n'est pas un gavage et ne peut pas prendre la forme d'exercices supplémentaires du même type que ceux qui s'imposent à tous. Le tutorat ou le mentorat par un adulte ou un camarade plus âgé de confiance répond à un certain nombre de besoins, notamment parce qu'il permet des échanges francs et ouverts au sein du cadre scolaire. L'accompagnement par un adulte permet également un suivi approfondi, y compris d'une année sur l'autre. Le mentor et l'élève doivent être volontaires, et l'accompagnement sera d'autant plus profitable que le mentor aura une bonne compréhension des caractéristiques du haut potentiel. Enfin, et même si cette idée en crispe certains, il ne faut pas hésiter à regrouper les élèves à haut potentiel d'un même niveau au sein d'une même classe, et la confier à des collègues formés et expérimentés. On peut aussi les encourager à rejoindre des clubs ou des activités périscolaires qui leur permettent de se retrouver avec des camarades qui partagent leur centre d'intérêt. Je dois terminer par 2 points sensibles mais essentiels. Le premier est que le haut potentiel d'un élève ne peut pas justifier tous ses écarts de comportement. À partir du moment où ses besoins sont identifiés et correctement pris en charge, où le cadre qui lui est proposé est clair et bienveillant, il doit être capable de s'y adapter. A l'inverse, l'expérience m'a malheureusement donné à voir des adultes, professeurs ou encadrants dont le comportement était manifestement déplacé, voire franchement traumatisant. L'impact de telles conduites pouvant être décuplé sur des élèves à haut potentiel, je ne peux que recommander la vigilance de tous les acteurs et une politique volontariste et courageuse de la part de l'institution pour faire disparaître de son sein tous les comportements condamnables. La prise en charge du haut potentiel à l'école rencontre encore de nombreux obstacles, dans les mentalités mais aussi dans les habitudes et les conditions pratiques d'enseignement. Elle fait cependant l'objet d'un intérêt croissant qui, s'il se manifeste lentement, permet d'espérer une amélioration progressive des choses. L'expérience m'a montré qu'il suffit parfois de la rencontre entre un élève en difficulté et un adulte disposé à l'aider pour soulever des montagnes. Je sais aussi que ces rencontres sont souvent aussi riches pour l'un que pour l'autre. Je vous souhaite à tous de faire la vôtre. Vous êtes uniques, mais vous n'êtes pas seuls. Si ce qui précède vous a intéressé, si vous avez trouvé des choses utiles, si surtout vous avez envie qu'on parcourt en profondeur ce continent gigantesque qu'on vient juste de survoler, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner, partager la vidéo et en parler autour de vous. Vous pouvez aussi m'aider plus directement en allant voir ma page Utip. Le moindre petit don me permet de faire continuer le projet et en allant voir mon site sur lequel, je vous le rappelle, je propose de l'accompagnement individualisé. Merci à tous, à bientôt.